Dans le cadre de cette journée d'études intitulée «Ce que le langage fait à l'art», j'ai décidé de me situer, tout simplement je me situe, entre les axes 1 et 2, donc la parole comme matériau, mais aussi la question de l'instabilité, de la limite entre l'œuvre et le texte qui l'accompagne. Écrivaine, j'ai choisi de renverser la proposition, ce que le langage fait à l'art, pour davantage montrer ce que l'art opère dans ma propre pratique littéraire, comment certaines œuvres d'art influencent mon langage, ma pratique. Originellement musicienne, puisque j'ai été formée au piano et au chant, ma pratique a toujours été en quelque sorte bifide, tout du moins à cheval entre plusieurs médiums avec du côté de l'écriture, la volonté d'y faire entrer des techniques extérieures, en particulier des techniques musicales. Dans Fonction Elvis, publié en 2006 par exemple, qui s'attache à réaliser une sorte de biographie au galop, si je puis dire, du King, puisque c'est un livre très court qui fait moins de 90 pages. Elvis Presley, tout en tentant une rythmique ou un phrasé rock. Ou encore le livre Soliste, publié en 2013, qui évoque la figure du musicien Glenn Gould en prenant la forme des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Donc ces variations Goldberg, comme vous savez sans doute, c'est à la fois le premier enregistrement qu'il a fait connaître, tout jeune, et la dernière œuvre qu'il a enregistrée, cette fois en audio et en vidéo, avant de mourir. Une œuvre éminemment symbolique, donc, d'autant plus que articulée sur la même aria au début et à la fin, on peut considérer que c'est une œuvre pouvant s'interpréter à l'infini, une œuvre qui n'a ni début ni fin. Dans Soliste, l'idée était donc à la fois d'évoquer la vie, les marottes de Glenn Gould, par exemple son rapport aux humains ou aux animaux, sa foi en l'enregistrement, puisqu'il préférait l'enregistrement à ce qu'il appelait l'arène du concert, son amour des déguisements, etc. Tout en s'inspirant d'une composition polyphonique et contrapuntique. Ainsi, un réseau de personnages secondaires servent de thèmes adjacents travaillant en variation. Je précise qu'à l'origine, Fonction Elvis et Soliste, qui devait s'appeler Dimension Gould, ont été pensés comme un diptyque. En quelque sorte, pour caricaturer, on pourrait dire rock versus classique, mais aussi inversement de ces attentes-là, puisqu'on pourrait avoir tendance à considérer Elvis Presley comme une figure solaire, car rock, c'est-à-dire du côté d'une musique évoquant la sensualité et l'explosion de la jeunesse, l'énergie. Or, sa biographie l'apparente davantage au héros tragique, avec un frère jumeau mort-né, une ascension fulgurante, partie de tout bas dans l'échelle sociale, avant un quasi-enfer et une mort sur un trône bien cruel. A l'inverse, on pourrait avoir une image lunaire de Glenn Gould, alors qu'il abordait sa création avec une drôlerie joyeuse, aimant le déguisement et la dérision, comme on l'a déjà dit. Bon, je ne veux pas vous imposer ici, évidemment, une auto-archéologie. Je voulais simplement souligner en introduction deux aspects. Le passage de techniques, de modes de composition musicaux du côté de l'écriture, en tout cas la tentative de les transférer, ensuite des thématiques à proprement parler musicales. Donc on pourrait dire ce que la musique peut faire à l'écriture, en quelque sorte, geste qui a informé ma pratique pendant plusieurs années, et également à travers des lectures-concerts ou des performances musicales également. Également une certaine prédilection pour le diptyque, le double. En effet, ainsi que je viens de l'expliquer, on peut considérer Fonction Elvis et Soliste, qui devait s'appeler donc Dimension Gould, comme un diptyque. Mais dans un livre précédent, qui s'appelle Je ne sais rien d'un homme quand je sais qu'il s'appelle Jacques, et qui date de 2004, c'est le héros qui était dédoublé en Jacques Jack. Dans Anomalie des ondes profondes du cerveau, qui date de 2015, une partie narrative en italique répond au récit enchâssé en caractère romain, qui tente davantage vers l'essai. Enfin, nous arrivons à ce que je souhaite évoquer plus en détail aujourd'hui, mon travail de création réalisé dans le cadre du doctorat de pratique et théorie de la création artistique et littéraire de l'Université d'Aix-Marseille. Donc ce travail de création est lui aussi un diptyque, puisqu'il est composé de deux volets, un roman, On ne peut pas tenir la mer entre ses mains, publié en 2019 par ailleurs. Donc c'est un roman qui évoque une histoire familiale se déroulant en Corse entre 1976 et les années 2010. Cette histoire est plus ou moins centrée sur la trajectoire de la dernière née de la famille, Yuma Benedetti. Et donc, deuxième partie de ce diptyque, seconde plutôt, un ouvrage inédit, plus difficile à définir génériquement, plus proche, on pourrait dire, de Anomalie des ondes profondes du cerveau,
mais disons une sorte d'essai littéraire mêlant des éléments d'analyse historique, sociologique, ethnologique, géographique, et un fil narratif dont le titre de travail est Une île. Donc d'un côté la mer, qu'on ne peut pas saisir entre ses mains, de l'autre côté l'île. Le fil narratif dans Une île reprend l'histoire racontée dans On ne peut pas tenir la mer entre ses mains, mais d'un point de vue d'un autre personnage, du point de vue d'un autre personnage, donc le père, Laui Benedetti. L'action commence en 1975, pendant les événements d'Aléa, qui donneront naissance à une séquence de nationalisme en Corse et à celle du FLNC quelques mois plus tard. L'héroïne de On ne peut pas tenir la mer entre ses mains, Yuma Benedetti, naîtra en 1976. En 1975, dans La mer, Laui Benedetti a 26 ans. Ce nouveau récit parallèle au premier éclaire donc des ellipses du roman On ne peut pas tenir la mer entre ses mains, sans tout élucider, évidemment. On aura reconnu donc ce procédé que Richard Saint-Gelais nomme transfictionnalité interne. Donc il évoque ce terme notamment dans son livre Fiction transfuge, puisque de mêmes personnages sont repris d'un livre à l'autre, en l'occurrence, dans ce cas précis, par le même auteur. Alors je précise que ce travail de doctorat comprend également un mémoire. Je ne vais pas y revenir dans ce contexte précis, mais c'est un mémoire qui s'appuie notamment évidemment sur d'autres œuvres, celles d'Antoine Volodine, Leslie Kaplan et Daniel Mémoire. Donc pour ma part, l'observation d'un fonctionnement récurrent en diptyque. Et donc je répète ce que je viens de dire, je précise que je l'ai constaté évidemment davantage que je ne me le suis imposé. C'est au fil des livres que j'ai remarqué cette manie récurrente dont la structure évolue au fil du temps et des livres. Donc vous aurez sans doute noté le mouvement binaire présent dans les deux titres. On ne peut pas tenir la mer entre ses mains et une île. Donc d'un côté la mer, de l'autre côté la terre, une sorte de duo, de dialectique, de résolution, enfin voilà, de face à face, avec peut-être une résolution, ça on verra comment ça se passe par la suite. Donc d'un côté l'évanescence de l'eau, de l'autre, la matérialité close de l'île, qui contient en elle-même une ambivalence, puisque fermée sur elle-même, l'île est à la fois giron rassurant et finalité angoissante. Opposition d'éléments, on pourrait dire, complémentaires. Ça fait fort longtemps que j'ai envie d'écrire sur ces aspects. L'insularité, les sentiments ambivalents qu'on peut ressentir pour son île, la fascination pour la mer, le statut toujours entre deux des exilés. Mais une œuvre plastique, a constitué de façon assez inattendue un déclic. C'est une œuvre qui m'a permis de formaliser ce qui n'était auparavant sans doute qu'intuition. En avril 2016, j'ai été en résidence de création à New York grâce à une bourse de la mission Stendhal. Je souhaitais en effet m'intéresser aux diasporas et à la manière particulière dont elles cohabitent à New York. L'idée étant de rencontrer plus particulièrement des membres de la diaspora corse. Mais bien entendu, c'était aussi une recherche de forme littéraire, forme d'écriture, comment formaliser les pistes narratives qui s'ouvraient devant moi. C'était sans doute pas un hasard donc que j'ai choisi une autre île si symbolique, Manhattan, pour cela. Je laissais l'histoire, les histoires qui m'habitaient, s'ancrer en de nouveaux lieux, le dépaysement mettre à mal mon confort stylistique. Le 10 avril, je me suis rendue au D.E.A. Beacon, au musée D.E.A. Beacon au nord de New York. Donc c'est un musée d'art contemporain qui réunit des œuvres d'art de courant minimaliste et conceptuel des années 1960 à 1990. On peut y voir notamment des œuvres de Dan Flavin, Richard Serra, Joseph Beuys, Louise Bourgeois, Donald Judd, Sol Lewitt, Bruce Nauman, Gerhard Richter, Robert Smithson, Cy Twombly et Laurence Weiner. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont les gestes qui m'ont le plus parlé dans ce musée. Alors, je précise que je n'avais pas de but particulier en m'y rendant, si ce n'était de faire l'expérience de ces œuvres en lumière naturelle, puisque c'est la spécificité du musée. C'est là que j'ai rencontré Map of Broken Glass Atlantis de Robert Smithson, dans une espèce de, faut le dire, de syndrome de Stendhal, puisque j'ai dû passer une bonne heure, après la surprise initiale et l'espèce de sensation d'être foudroyé quasiment par cette rencontre, à tourner autour, reculer, revenir, réfléchir, retourner, sous l'œil un petit peu inquiet des gardiens du musée étudiants en école d'art.
Alors je dois avouer que j'étais pas très intéressée par les œuvres de land art auparavant, et que je connaissais à peine Robert Smithson pour sa célèbre Spiral Jetty, mais la rencontre avec son île de verre a agi en déclencheur. Car selon moi, elle incarne parfaitement l'ambivalence de l'île à travers l'utilisation du verre, si séduisant, brillant, et pourtant si dangereux potentiellement. Si on s'approche trop de cette surface de verre, on se coupe. De même, la brillance de la mer, on peut se noyer dans ses reflets d'or. De même, les déceptions cruelles qui peuvent remplacer la fascination de l'île. L'échelle de l'île de Smithson me paraissait parfaite. On peut avoir une idée globale de son allure générale, mais on doit tourner autour pour comprendre son contour. Un contour qu'on ne perçoit que de façon fragmentaire. Donc on comprend petit à petit et jamais dans son intégralité. Enfin, en consultant les dessins préparatoires, j'ai constaté qu'il y avait deux îles. Donc on revient à une espèce de duo, de diptyque. L'une, celle de l'icône après l'Espagne, dialoguant avec l'Afrique, non loin de mes propres aires culturelles. L'autre du côté de l'Amérique centrale, des Caraïbes. Outre la dialectique de l'île avec ce qui n'est pas elle, le verre posé sur le sol du musée, donc, ou la terre et l'eau telles que représentées sur les dessins, le dialogue avec une autre île. Je tenais là, à travers le geste de Robert Smithson, non seulement l'incarnation de l'ambivalence de l'île que j'essaie de rendre dans mon histoire, mais aussi la composition en diptyque, comme je l'expliquais, assez obsessionnelle chez moi. J'ajoute que dans mon projet de fresque insulaire destiné à se dérouler sur plusieurs volumes, il y aura aussi une île des Caraïbes dans laquelle nombre de Corses de la diaspora se sont réfugiés entre les années 1870 et 1920. Bref, de nombreuses connivences. On peut donc dire que dans une certaine mesure, c'est Map of Broken Glass Atlantis de Robert Smithson qui a agi comme déclencheur de la structure de mon diptyque, même si c'est de manière souterraine, sous-jacente, un petit peu sous-marine presque, comme l'île se repose sur une surface minérale. L'œuvre a agi comme un phare au cœur des possibles. En guise de dernière partie, puisque le temps est évidemment toujours trop court et cette journée fort dense, j'aimerais lire un extrait de la seconde partie de mon diptyque, donc de la partie qui s'appelle Une île, la matière vive des propos que j'ai tenté d'expliciter ici. Cette île de verre cassé irrigue, en quelque sorte, les deux livres, je l'ai dit, je l'ai expliqué, mais dans l'extrait que je vais lire de Une île, on retrouve une autre œuvre emblématique de Robert Smithson, Spiral Jetty. Alors je ne l'ai pas nommée en l'occurrence, mais on la retrouve. Donc c'est un passage qui s'appelle Labyrinthe au pluriel. L'île a quelque chose de la circularité de bras qui se referment. C'est rassurant. Un monde fini et maîtrisable. Mais on le sait, on l'expérimente sans cesse, ce qui est rassurant est souvent aussi d'un même mouvement angoissant. Et la finitude oppresse, contraint. Elle renvoie à sa propre finitude, au destin de toute chose vivante qui est de faire une petite danse, de se flétrir un peu, puis de se corrompre, nourrissant de ses souvenirs infestés de verre les arbres alentours. La stratégie des insulaires, pour répondre à cette angoisse, c'est de tâcher de rendre infini un espace fini, notamment en compliquant les trajets à l'excès, en marquant la sinuosité. En Corse, le relief aide. Il faut apprivoiser les montagnes en leurs flancs, tanguer de virage en épingle à cheveux en virage en épingle à cheveux, avec une radio crépitante qui ne cesse d'osciller entre une fréquence française et une fréquence italienne, selon que ça tourne vers la droite ou vers la gauche. On est complètement perdu. Et cette étrangeté aide à transformer la finitude en mystère, en étonnement quotidien. L'île se mue donc souvent à la faveur de l'imagination et des rituels, de l'esprit baroque des ingénieurs des travaux publics et des rêveries des habitants en espace infini. Anne Mastersheim a placé au cœur de ses recherches la question des îles et en particulier la Corse. Elle a notamment publié 2 livres à ce sujet, Figures de l'île et Le labyrinthe et les masques. Elle évoque la manière dont les insulaires complexifient à dessein les itinéraires, à la fois pour se protéger des envahisseurs en allongeant leur cheminement, et se donner l'illusion d'un espace infini,
lutter contre l'angoissante finitude dessinée par la mer. Pour citer un exemple donné par Anne Mastersheim en dehors de la Corse, elle évoque les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon qui vont passer le week-end dans leur pavillon à quelques minutes seulement de leur lieu de résidence permanente, ce qu'ils pourraient se permettre de faire tous les jours. Mais ils ressentent ces déplacements comme ceux qu'effectuent les continentaux sur une distance bien plus grande, pour aller en week-end. Ils vivent ainsi leur espace comme s'il était beaucoup plus vaste. Autre manifestation de sinuosité, une procession qui a lieu principalement le vendredi saint, nommée la granite ou la terme qui désigne en Corse l'escargot marin, le bigorneau, côté atlantique. Avec donc ce dessin de spirale que je vous invite à convoquer dans votre esprit et que je vous montre en l'occurrence, celui d'un escalier hélicoïdal vu d'en bas ou d'en haut, la spirale de Vertigo d'Hitchcock, qui traduit le vertige du personnage et la machination au sein de laquelle il est pris, celle du père Ubu d'Alfred Jarry, celle tournante supposée faciliter l'hypnose. Sur l'île, elle apparaît dans une expression avec un verbe d'action, fa agranitula. Elle n'est donc pas seulement une forme, mais bien l'incarnation de cette forme par les insulaires. En Corse, comme dans nombre d'autres pays méditerranéens, la religion est très présente dans le tissu social. C'est le catholicisme qui s'est imposé, d'une façon similaire aux voisins italiens et espagnols, mais un catholicisme qui s'est superposé à des pratiques plus anciennes, dont on a parfois du mal à retrouver l'origine. En Corse, les cultes anciens étaient variés. En témoignent de nombreux vestiges archéologiques. Je coupe un peu, pour tenter de respecter le temps. À l'origine, pour la granitola, des pénitents se réunissaient sur les parvis des églises. À présent, le rituel est organisé par les confréries. Les participants forment deux files distinctes qui s'enroulent, en chantant et en reproduisant le dessin d'un bigorneau, de sorte qu'au centre de la spirale, le courant s'inverse harmonieusement, créant un sentiment d'infini pour les observateurs. La double spirale se concentre, atteint un point d'acmé, puis, petit à petit, se détend. Quelque chose d'indicible, d'impossible à montrer, caché par les corps mouvants des participants à la granitola, s'est produit. Un trou dans le temps, une ligne de fuite, un mystère. Alors la vie peut reprendre son cours. Multiplier les centres à travers ces spirales humaines est à nouveau une façon d'étendre symboliquement à l'infini le territoire insulaire, par définition fini. Une figure de l'excès qui efface la notion de limite. Anne Mastersheim, comme Silvia Mancini, qui analyse quant à elle le rituel du labyrinthe dans l'idéologie de la mort en Corse, dans un texte, associe la granitola au tracé labyrinthique. Le mythe le plus connu, originel en la matière, infusant dans l'imaginaire de toute la Méditerranée, est le labyrinthe de Dédale, créé pour enfermer le Minotaure, créature mi-homme mi-taureau née des amours de Pasiphae, femme de Minos, et d'un taureau blanc envoyé par Poséidon. Le Minotaure est finalement vaincu par Thésée, qui épousera Phèdre, dont l'existence ne sera pas moins tragique. Dans le passage sur Thésée, des vies parallèles des hommes illustres, Plutarque raconte qu'à Délos existait une chorégraphie appelée Géranos, ou danse des grues, car la parade amoureuse de ces oiseaux s'apparente à un ballet de séduction, leurs longues pattes et leur plumage élégant leur donnant l'allure de danseurs. Marcel Détienne, dans La grue et le labyrinthe, la décrit ainsi. Le branle appelé Géranos, du nom de l'échassier, se danse à plusieurs, les uns derrière les autres, à la file et en une seule ligne. D'une part, ces figures majeures sont la parallaxe et la spirale, combinant dans un tracé hélicoïdal les mouvements alternatifs de gauche à droite. De l'autre, le branle est conduit par deux meneurs, dont chacun occupe une extrémité. Les danseurs sont disposés sur une file continue, mais pourvus de deux têtes, comme un monôme dont le cerf-fil se métamorphoserait en meneur, en un point et en un temps du parcours. La queue se métamorphose en tête, et la fin est identique au commencement. Fin de citation de Marcel Détienne. On reconnaît ici ce qui pourrait être tout aussi bien la description de la granitola. On retrouve cette danse des grues dans l'Iliade, où parmi les dessins décorant le bouclier d'Achille apparaît une danse en spirale. Elle aurait été inventée par Dédale et comme la granitola mime
le chemin réalisé par Thésée pour entrer puis sortir du labyrinthe. Comme l'écrit Marcel Détienne, la danse raconte la traversée du labyrinthe de la même manière que le fil d'Ariane, dont on se souvient qu'il a guidé Thésée de ses circonvolutions épousant les méandres du piège. Le corps se love ainsi au paysage, écrit, codifié dans une expression glorieuse. Merci.